Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique et aujourd'hui, suite à la question que j'ai reçue sur YouTube, on va essayer de faire le sujet 6 du coup des enseignements scientifiques qu'il y a en ligne pour la terminale. On y va du coup, le sujet 6, que j'ai lu, je l'ai fait en 14 minutes, donc du coup c'est pas un sujet qui est très difficile ni très long, il y a peu d'énoncés. Et si vous vous perdez pas trop en fait dans les documents, normalement, il y a possibilité de le finir dans le temps imparti, hein. Donc, question 1. À partir des connaissances et du document 1, rédigez un paragraphe argumenté expliquant pourquoi l'alleurote du tabac est qualifié de ravageur de culture et pourquoi la lutte de ce dernier constitue un enjeu alimentaire et économique à l'échelle mondiale. Alors, tout simplement, déjà, dans les documents que vous aviez, donc là, c'est le petit énoncé qu'il y avait juste avant la question, et là, vous avez le document 1, du coup, qui est cité dans la question. Du coup, on va s'intéresser vraiment à ce document en particulier, et on voit il y a quand même des points communs, il y a quand même des mots en commun, qui sont les cucurbitacées, fabacées, malvacées et liliacées. Donc du coup, l'insecte qui est décrit ici, l'alleurote du tabac, on dit que ça bouffe un petit peu les cucurbitacées, les fabacées, machin, etc. Et on vous dit que parmi ces familles-là, ben, il y a dans le malvacé par exemple le coton, qui est une fibre végétale, blablabla, qui est à fort enjeu économique en Afrique et aux USA. Ensuite, la niébé, qui apporte apparemment alimentaire en Afrique de l'Ouest, et l'Iliacée comme l'oignon. Bon, l'oignon, vous savez que dans le monde entier, on en consomme, et ça a très forte importance alimentaire dans les nombreuses régions du monde. Alors du coup, cet insecte, il mange ces plantes-là. Mais qu'est-ce que ça fait du coup? Les dégâts occasionnés sont nombreux, déformation des feuilles, prolifération de champignons ou encore vecteurs de virus. De là, la réponse, elle est toute faite. Donc, comment on aurait pu résumer ça? On dit que la leurre du tabac est un insecte qui se nourrit massivement de plantes telles que le coton, la niébé ou l'oignon. Or, la présence de cet insecte provoque chez les plantes des agréments comme la déformation des feuilles, ou la prolifération de champignons, ou même une vectoration de virus pour celui qui la consomme. La leurre du tabac peut donc être considéré comme un ravageur de ces cultures. Un ravageur de culture, en fait, c'est quelque chose qui va détériorer la culture dont un enjeu de l'affaire existe. De plus, cet insecte prolifère sur des plantes d'intérêt majeur. En effet, le coton est une plante dont la culture est un très fort enjeu économique en Afrique et aux USA, tandis que la niébé est une plante à très forte importance alimentaire en Afrique du Nord et partout dans le monde. Enfin, l'oignon est une plante traditionnelle à très forte importance alimentaire par le monde. Lutter contre les ravages de ces cultures constitue donc un enjeu économique et alimentaire d'intérêt majeur et à l'échelle mondiale. Voilà, donc ça c'était pour le paragraphe argumenté, j'ai pas mal lu ce que j'ai fait, mais en même temps, vu que c'est moi qui l'ai fait, je peux lire. D'après le document 2, donc là on va s'intéresser au document 2, comparer le taux de mortalité de l'alleurote du tabac avec une dose de pesticides appliqués de 10 mg par litre et de 0,1 mg par litre. Et bien quand vous regardez le document 2 qui est ici, qui donne en fait le graphique de la mortalité en fonction de la concentration appliquée de chlorpyrifos. J'avais même pas lu le graphique de. Voilà, mais bon. Vous voyez qu'il faut pas trop lire l'énoncé non plus pour comprendre les questions. Hop là. C'est bizarre, j'avais tracé des traits ici. Bon, tant pis, ils ont disparu. Donc si on prend à 0,1 mg par litre, vous avez ici environ 20%. Et quand vous prenez 10 mg par litre, bien vous avez ici environ 76-77%. C'est bizarre que mon diapo avec les traits est disparu, parce que je l'avais fait pourtant. Ouais, c'est bizarre. Bon, tant pis, j'avais fait des belles bulles et tout, mais bon, pas grave. 3. À l'aide des données du document 3, montrer que la population d'Alerode du tabac évolue au cours du temps. Ah, pour la question précédente, vu qu'il y a un facteur 3, facteur 2,5, 3 entre les deux, faut quand même le dire. Faut dire voilà, qu'à 10 mg par litre, c'est quand même 2 fois et demi plus efficace, entre 2 fois et demi et 3 fois plus efficace, que à 0,1 mg par litre. Donc, montrer que la population d'Alerode du tabac évolue au cours du temps. Eh bien, en fait, quand on dit évolue au cours du temps, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Mais bon, qu'est-ce que ça peut dire, du coup, évoluer? En physique, évoluer, ça veut dire être modifié au cours du temps. Donc, du coup, ça veut dire le tabac, l'Alerode du tabac, modifié au cours du temps, au cours du temps. C'est pas ça, c'est une question d'SVT. Donc, du coup, évoluer au sens de l'SVT, c'est l'évolution au sens du darwinisme. Donc, quels ont été du coup les moyens de changement qu'ont eu
ces différents insectes au cours du temps. Alors du coup on vous dit que les ravageurs blablabla développent généralement une résistance à une seule famille de produits chimiques, restant vulnérables aux autres moyens d'action. Problème apparu dans les années 40 aux US, quelques temps à peine après l'introduction des pesticides en agriculture, voilà, donc généralement la résistance provient d'une mutation, et donc c'est ça en fait l'évolution au sens du darwinisme, c'est muter pour évoluer. Donc, soit la structure de la protéine à laquelle cet agressif est modifié, soit le système nerveux produit de plus en plus de toxifiants, ce qui aide l'insecte à mieux résister, blablabla. Blablabla. Donc, comment on pourrait mettre en phrase cette réponse? Eh bien, la population d'aleurodes du tabac, de la variété américaine, résiste à plusieurs familles de pesticides. Or, les ravageurs développent généralement une résistance à une seule famille de produits chimiques. Dans tous les cas, qu'ils développent une seule résistance ou plusieurs résistances, eh bien cela provient d'une mutation et donc d'un processus d'évolution. Voilà comment il fallait du coup s'en sortir. Enfin, je pense, parce que c'est la partie SVT, je suis prof de physique. Donc du coup, on essaye de répondre au mieux, mais je pense qu'à votre niveau, ça devrait correspondre aux attentes du correcteur. 4. Grâce aux connaissances, expliquer en quoi l'utilisation de produits phytosanitaires favorise le développement de ravageurs de cultures résistants. L'utilisation de produits phytosanitaires vient détruire une partie plus ou moins grande de la population du ravageur ciblé. En gros, ce qu'il faut expliquer, c'est que le produit phytosanitaire, insecticide, n'importe quoi qui permet en fait à l'être humain de se débarrasser d'un ravageur, va affecter un pourcentage de cette population. Même si ça s'agit de 99% de la population, on s'en fout, ça détruit une partie en fait. Et parmi tout ça, il y a une partie, si vous voulez, qui va survivre. Parmi cette partie qui va survivre, bah en fait, ce sont les seuls qui vont se reproduire. Donc du coup, les êtres qui étaient naturellement plus résistants que les autres vont ainsi se reproduire, donnant lieu à une génération suivante qui, elle, bah, sera issue de 100%, enfin, sera 100% issue des êtres qui étaient naturellement résistants ou qui ont résisté. Vous appliquez à nouveau le pesticide, etc., sachant que l'insecte a une durée de, à mon avis, il y a une durée de, comment dire, de génération qui doit être de 3 jours, c'est-à-dire tous les 3 jours, vous devez avoir une nouvelle génération, à mon avis. Donc du coup, toutes les semaines, par exemple, vous appliquez votre pesticide, ça veut dire que toutes les générations, quasiment, vont être mises en contact de votre pesticide. Ça veut dire que naturellement, en fait, toutes les semaines, par exemple, je prends vraiment des durées au hasard, hein. Toutes les semaines, du coup, vous allez avoir une nouvelle partie de la population des insectes qui vont être ravagés par votre produit phytosanitaire, et du coup, vous allez laisser une petite partie seulement de vivante. Le truc étant, c'est que si vous appliquez ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, etc., eh bien, au bout d'un certain nombre de fois, eh bien, vos insectes seront 100% issus de 4, 5, 6, 7, etc. générations qui ont résisté. Et donc, du coup, bah, vous allez créer une génération qui va être résistante naturellement, euh, par mutation, mais aussi naturellement, hein, ça va être vraiment un processus naturel, de résister à son environnement qui, du coup, avec un produit phytosanitaire qui est présent, et donc, en fait, vous avez créé un variant de l'insecte qui est naturellement résistant. Voilà comment ça se passe, en gros. La réponse du coup ici est marquée. Or, la partie restante qui a connu et qui a été en contact avec le produit phytosanitaire a survécu et peut se reproduire. Les générations suivantes sont donc issues d'individus naturellement plus résistants vis-à-vis du produit phytosanitaire considéré. Or, de génération en génération naissent des insectes qui sont issus à chaque fois de la population restante ayant résisté au traitement phytosanitaire, et donc de génération en génération vous produisez en fait une population qui devient résistante vis-à-vis de ce produit. Ensuite, on passe à la partie physique. Décrire la chaîne de transformation énergétique représentant la conversion d'énergie qui a lieu dans une cellule photovoltaïque. Et bien du coup, dans une cellule photovoltaïque, la chaîne de conversion c'est toujours la même. Vous avez au milieu du coup la bulle avec la cellule photovoltaïque, le réservoir qui fournit l'énergie incidente, un réservoir qui reçoit une énergie utile, et ensuite le milieu extérieur qui reçoit une énergie thermique par effet Joule. Donc, cellule photovoltaïque, elle dégage de l'énergie électrique vers un réservoir ou un réseau de distribution, ça peut être une pile, un accumulateur, etc.
La cellule photovoltaïque dégage aussi par effet Joule du coup de l'énergie thermique vers le milieu extérieur et le soleil du coup est lui le réservoir qui va produire l'énergie lumineuse dont va se servir la cellule photovoltaïque. 2. Définir le rendement d'une cellule photovoltaïque. Alors du coup la définition était dans mon cours sur la vidéo du coup du chapitre 5 qui s'intitule 2 siècles d'énergie électrique et il est dit dedans, je l'ai repris direct parce que je veux dire j'ai déjà fait le travail donc du coup je ne vais pas non plus répondre à un nouveau diapo. Le rendement R d'un alternateur est le rapport entre la puissance utile délivrée par celui-ci et la puissance fournie, PF, du coup qui lui est donnée. C'est vrai aussi pour un panneau photovoltaïque. Donc on reprend cette formule. Pardon. Ah, il fallait pas calculer, donc du coup c'est bon. Hop. 3. Calculer la surface totale des panneaux photovoltaïques du projet Tresser évoqué dans le document 1. Alors on dit que ça couvre une surface agricole de 4,5 hectares, mais que, attention, avec ces 7800 panneaux, le taux de couverture photovoltaïque s'élève à 40%. Donc du coup il s'agit de 40% de 4,5 hectares. 4,5 hectares du coup c'est 4,5 fois 10 000 m². Donc du coup, pour avoir la surface totale en mètres carrés, il faut faire 4,5 fois 10 000. Et ensuite, pour savoir par rapport aux panneaux photovoltaïques ce qu'ils recouvrent, et bien du coup 40%. Donc 4,5 fois 10 000 fois 40%, ça équivaut à 4,5 fois 10 puissance 4 fois 40 divisé par 100. Et tout ça, ça fait 1,8 10 puissance 4 mètres carrés. 4. Montrer que la puissance moyenne délivrée en watts pour 1 mètre carré de panneaux photovoltaïques est de 122 watts dans les conditions du projet de Tresser. Alors on dit que ça produit en tout 2,2 MW. Et on avait trouvé que la surface totale était de 1,8 10 puissance 4 mètres carrés. Et bien du coup il suffit de diviser la puissance totale par le nombre de mètres carrés total. Et ainsi on aura le nombre de watts par mètre carré. Donc on fait 2,2 fois 1 million, parce que 1 MW c'est 1 million de watts, divisé par 1,8 fois 10 puissance 4. Et si on met les bonnes parenthèses dans la calculatrice, vous trouvez environ 122,2222 watts qu'on arrondit à 122. Calculer le rendement de l'installation. Alors on sait que la puissance produite par mètre carré c'est 122 watts, je l'ai mis en petite bulle là-haut pour s'en souvenir. Et on dit que tout ça c'est produit pour un éclairement énergétique de 800 watts par mètre carré. Donc en gros, chaque mètre carré de mes panneaux photovoltaïques reçoit 800 watts. Et on n'en produit que 122 en termes d'électricité. Donc du coup, on divise la puissance qu'on a fournie, enfin, la puissance qui peut être utilisée dans la nouvelle forme d'énergie, divisée par la puissance qu'on a reçue à la base sous forme lumineuse. Donc 122 divisé par 800, ça fait environ 15% de rendement, ce qui entre nous n'est pas terrible. Sachant que la puissance est le produit de la tension U par l'intensité I, indiquer deux paramètres autres que U ou I influençant la puissance délivrée et préciser leur influence sur la puissance produite. Alors quand vous regardez les deux graphiques indépendamment, vous voyez que là ici le produit U par I, en gros il faut que U et I soient maximum en même temps. Donc en gros c'est le point d'inflexion qu'il y a ici. Et on voit bien qu'à 1000 watts par mètre carré, il est plus important qu'à 800 watts par mètre carré, qu'à 600, qu'à 400 et qu'à 200. Donc du coup, plus la puissance reçue en éclairage est grande, plus votre puissance dégagée sous forme d'électricité est grande aussi. C'est ce que j'ai mis dans la deuxième bulle du coup. Pour l'un éclairement reçu, bon déjà les deux paramètres qui influent du coup c'est la puissance reçue ici et la température de fonctionnement que vous avez ici, selon la température de fonctionnement ici et l'éclairement reçu ici. Donc les deux paramètres sont l'éclairement reçu et la température de fonctionnement. Pour l'éclairement reçu, du coup, plus un panneau solaire reçoit d'énergie, plus il reçoit de la puissance éclairée, plus la puissance délivrée sera ainsi importante. Deuxième graphique, pour la température de fonctionnement, vous voyez bien que la courbe à 5 degrés va être plus importante en termes de puissance, le point d'inflexion est plus avancé pour 5 degrés que pour 25, que pour 45, que pour 65. Donc du coup, plus le panneau est froid, et plus la puissance dégagée, plus la puissance délivrée va être importante. Attention, ce n'est pas bien de parler de froid en physique-chimie, vu que ça n'existe pas, je vous le rappelle, pour ceux qui font SP en même temps. Je pense que ceux qui font seulement scientifique, le terme de froid ne sera pas compté comme imprécis dans votre énoncé. Donc, pour la température de fonctionnement, plus le panneau solaire fonctionne à une température élevée,
moins il fournira une puissance importante. Voilà ce qu'il fallait du coup répondre. Enfin, présenter de façon argumentée les avantages et les inconvénients de l'agrivoltaïsme dans le cadre de la transition énergétique. D'ailleurs, il y a une petite faute d'orthographe ici dans l'énoncé. Je ne l'ai pas corrigé, j'ai laissé tel quel, vu que j'ai pris l'énoncé directement. Donc, les inconvénients et les avantages de l'agrivoltaïsme, bah, déjà, c'est que les panneaux solaires, en fait, sont une source d'énergie renouvelable. Donc déjà, c'est très très bien vis-à-vis de l'environnement. Il n'y a pas de dégagement de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement. Et du coup, il s'agit d'une énergie qui est assez propre. Deuxièmement, les panneaux photovoltaïques peuvent être utilisés horizontalement pour prévenir les cultures d'une intempérie style grêle, sécheresse, enfin fort ensoleillement ou forte précipitation. Du coup, c'est quand même pas mal parce que ça sert aussi de moyen de protection pour les cultures. Et entre parenthèses, ces panneaux solaires sont à 90% recyclables, donc du coup, c'est quand même à 90% respectueux de l'environnement. Cependant, inconvénient, eh bien ces panneaux solaires ne sont pas 100% recyclables, donc il y a 10% qui ne peuvent pas être recyclés, et ça c'est pas top. Par contre, c'est aussi l'utilisation d'énormes quantités de réactifs et de solvants qui sont peu respectueux de l'environnement pour produire du silicium qui peut être utilisé en tant que semi-conducteur dans les panneaux photovoltaïques. Donc il y a de l'acide sulfurique, il y avait dans le document du chlore, enfin il y avait pas mal de choses qui étaient vraiment pas top pour l'environnement, et ceci du coup est quelque chose à améliorer dans le procédé de fabrication de ces panneaux photovoltaïques. Enfin, dernier inconvénient, bah, c'est que quand il ne fait pas jour, eh bien, il n'y a pas d'énergie qui est produite. Donc du coup, bah, il y a une intermittence de la production énergétique. S'il fait pas beau, s'il fait pas assez beau, pardon, ou s'il fait nuit, eh bien, il n'y a pas d'énergie produite et donc le moyen de production ne fonctionne pas. Voici ce qu'il fallait répondre pour l'ensemble de ce sujet. Je pense qu'il est fini. Oui, il est terminé. Et donc, bah, ainsi s'arrête cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je m'arrête là du coup pour le corriger. Et si je vois que ça fait pas mal de vues, que ça vous plaît pas mal ce genre de format, et bien du coup, je m'attaquerai au sujet 12 et je m'attaquerai bien sûr à n'importe quel autre sujet que vous me soumettrez, parce que je trouve que c'est important de vous répondre sur ce genre de choses. Par contre, évidemment, il y aura toujours un délai entre ce que vous me demandez et ce que je répondrai, puisqu'il faut que je le fasse en numérique, il faut que je vous présente, il faut que je tourne la vidéo, que je la sorte, et aussi, ben, j'aimerais ne pas non plus couper l'herbe sur le pied de tous les profs qui vont vous donner des devoirs et vous qui venez me les soumettre. Sur ce, une bonne journée, de bonnes vacances, et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau sujet.